Précédemment, dans TV à QTJ. Esprit, es-tu là? C'est moi, face de paix. Tout commence comme ça. Vous êtes plongé au Moyen-Âge, en terre d'Écosse, la terre de ma famille. À bord d'un navire, ils firent voile vers l'ouest. À la tête de cet équipage de fiers Écossais, capitaine McGill. Et c'est ainsi que mon ancêtre amassa le plus grand trésor qu'il n'ait jamais trouvé. Et c'est pour ça qu'on vous a tué? Mon assassin ne connaît pas toutes les informations. En tout cas, vous et votre trésor ne risquez plus rien tant que vous resterez ici. Merci. Hé, Gino, elle est là! C'est le patron qui va être content. Bon, si je résume, le gars dans la malle a été tué avant d'avoir donné les informations pour retrouver le trésor de sa famille. Sa famille d'origine écossaise dont les descendants ont pris la mer pour devenir pirates. Et c'est le capitaine McGill qui a amassé une énorme fortune avant de la transmettre à ses descendants. L'assassin n'a pas toutes les informations pour retrouver le butin, mais le fantôme, si. Attendez, elle est où la malle? Oh non, on était presque à la fin de l'histoire. Mon patron aimerait vous dire quelques mots. Bon, À quoi tu joues? Aujourd'hui, c'est jeu gangster. Comme vous l'avez compris, nous sommes à 2 doigts de récupérer le plus grand butin de l'histoire. Nous mettrons la main dessus quand nous aurons fini de faire parler une malle. Mais en attendant, pour vous remercier de votre contribution, le patron a décidé de vous offrir tous les diamants de chez McGill. Mais comment on se le partage? ah bah tiens en fait. Mafia des Cuba est un jeu de Philippe Despalières et Loïc Lamy, illustré par Thomas Vuerches. Il est édité par lui-même et distribué par Asmodée. Ce jeu est sorti en 2015. Son extension Mafia des Cuba Revolution est sortie un petit peu plus tard la même année. Vous vous souvenez du fameux Les Loups-Garous de tierce-lieu de la même équipe? Eh ben on change pas une équipe qui gagne, donc on garde la même recette. Du blabla, de la parlotte et de la mauvaise foi. Et cette fois, tout se fera sans mettre du jeu. Et c'est peut-être pas forcément plus pire. Le jeu se tient et se concentre autour de cette boîte à cigares. C'est à la fois la boîte du jeu, mais également l'élément essentiel de celui-ci. Cet élément est le principal attrait de Mafia des Cuba. La boîte à cigares cache dans son double fond tous les éléments nécessaires au bon déroulement de la partie. Des diamants, un sac, des jetons de poker à l'effigie des personnages que nous allons pouvoir incarner et une bouteille de rhum. Ici, un joueur incarne le parrain propriétaire des diamants. Si. Non mais celui-là, il est italien face de tiramisu, on est à Cuba là. Si. Le parrain va donc confier son trésor à tous ses acolytes présents autour de la table et partir faire un tour. Au début de la partie, le parrain donne la boîte à son voisin. Celui-ci va regarder à l'intérieur et y prendre soit un jeton personnage, soit des diamants. Puis la passer à la personne à sa gauche. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble, quelque peu allégé, revienne à son propriétaire. Lorsque le parrain récupère la boîte, il est alors en mesure d'évaluer exactement la part manquante, mais il ne sait pas qui sont les coupables. À partir de ce moment-là, on commence la phase de discussion. Le parrain va solliciter de tous ses acolytes une explication, et chacun va faire en sorte de s'innocenter, en disant combien de diamants il restait quand il a trouvé la boîte, par exemple. Évidemment, on ment, on transforme la vérité, et le tout avec aplomb et subtilité. C'est pas moi, hein. Le but du parrain étant évidemment de retrouver tous ces diamants en accusant uniquement les voleurs. Une fois que tout le monde a parlé au moins une fois, il accuse quelqu'un de vol, et celui-ci montre ce qu'il a pris dans la boîte. Olivier, vide tes poches. Merci. Le voleur sort, il est
éliminé. Faut pas déconner, c'est qui le papa? J'ai pas déjà dit ça, moi. Mais dans la boîte se trouvent également des jetons de poker figurant des personnages que les joueurs vont pouvoir récupérer et ainsi incarner. Le fidèle, qui gagne si le parrain récupère tous ses jetons, ou encore les agents du FBI ou de la CIA qui gagnent si le parrain les accuse. Allez, fini de jouer, les trous du cul. Le chauffeur gagne si son voisin de droite remporte la partie, etc., etc. D'autres personnages du jeu de base ou de l'extension viennent agrémenter les parties, comme le nettoyeur, la croqueuse de diamants, le sbire, le traître, les révolutionnaires ou l'avocat véreux. Petite précision, le parrain peut en début de partie retirer de 1 à 5 diamants, et le second dans l'ordre du tour a le droit d'enlever un rôle en plus de son action de base. Jouable de 6 à 12 joueurs, Mafia des Cuba s'inspire très fortement de son grand frère Lycanthropy. Et il tente d'approfondir le mécanisme des rôles cachés. Cependant, de par la complexité des personnages et un manichéisme absent, oui, je connais des mots, il est peut-être moins évident de se repérer à travers les bons et les méchants. Ici, le maître du jeu est un joueur, ce qui permet à tous les présents de jouer pour de vrai, mais qui ne permet peut-être pas d'aiguiller les joueurs les moins avertis qui auront probablement plus de mal à se fondre dans ce jeu que dans les loups-garous de tierce lieu. La grande différence qu'apporte Mafia des Cuba, c'est son aspect concret, avec des objets en dur, là où d'habitude tout repose sur une carte. Le roleplay sera également ici plus présent encore, ce qui donne à Mafia des Cuba toutes les armes pour s'imposer dans nos ludothèques aux côté de son grand frère. Vous vous foutez de notre tronche ou ça se passe comment? Vous croyez que l'on va se faire une répartition n'importe comment comme ça? Tout le monde rebalance les diamants sur la table. Ouais, la négociation et la parlotte, c'est pour les fiottes. Passons à la vitesse supérieure avec celui-là. On va se pointer du gun sur les tempes, ça c'est viril. Cash & Guns est un jeu de Ludovic Maublanc et illustré par Gérard Mathieu. Édité par Repos Productions, il est distribué par Asmodée. Ce jeu de 2005 a été réédité dans une version revue, réillustrée et allégée en 2014. En gros, une bande de malfrats, oui, malfrats, je dis ce que je veux, doit se disputer la répartition d'un magot. Mais chacun aimerait bien avoir une part plus grosse que les autres. J'ai une impression de déjà vu avec le premier jeu, moi. Bref, c'est un thème récurrent. Avec ce jeu, nous allons trouver sur la table un petit peu de matériel. Une série de cartes balles par bandit, un portrait à placer debout, des billets en carton et chacun un pistolet en mousse. Et en plus de tout ça, un certain nombre de jetons représentant différents éléments, comme des gyrophares de police, des pansements ou des perdus apeurés. Ici, il va s'agir de se répartir un butin, mais seuls les plus téméraires auront la plus grosse part. En fin de partie, c'est le bandit avec le plus gros magot qui gagne. Bon, je suis allé revendre les diamants contre du cash. On va tâcher de se partager le pognon équitablement. Oh, vous allez tout de suite bien vous calmer. Au début de chaque tour, 5 billets sont tirés aléatoirement et placés au centre de la table. Ensuite, chaque joueur choisit une carte balle qu'il place face cachée devant lui. Une fois Ouais, que... bah t'es bien gentil, mais tu peux nous expliquer à quoi ça correspond? Oh, tu te calmes! Il existe uniquement 3 types de cartes. Les cartes clic clic clic, les cartes bang et les cartes bang bang bang. Une fois nos cartes choisies, je compte jusqu'à 3 et nous pointons avec nos pistolets une cible. N'hésitez pas à en faire des caisses. 1, 2, 3. Waouh, 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 waouh. Le mieux c'est que chacun exprime ce qu'il a à dire. Commence alors la phase de négociation et d'intimidation, car tout est permis pour faire se coucher le gangster que l'on menace. Dans cette phase, nous allons pouvoir discuter calmement, ou au contraire de façon très agressive et menacer nos adversaires en leur assurant que notre gun est chargé. C'est le bon moment pour balancer de bonnes répliques de films bien senties. Mais on peut opter pour une attitude diplomate et créer des alliances pour partager un futur butin. Ou pour se lier contre un ennemi commun qui aurait trop d'avance dans le jeu, par exemple. Bon, écoute, lâche ton gun et on partage le prochain butin. Ouais, je t'assure que mon arme est vraiment chargée, alors t'as intérêt à baisser ton flingue, espèce de sac à fiente. Si l'un d'eux décide de se coucher, il pose son revolver et abaisse son portrait. Cela signifie qu'il ne participera pas à la répartition du butin. Ouais, bah en fait, je pense qu'il est vraiment chargé, donc Les couards qui décident de se coucher récupèrent un jeton honte. Ce jeton représente une pénalité de 5000 $ en fin de partie. Une fois que tout le monde a décidé s'il se couchait ou non, on appuie sur la détente. Et on révèle les cartes balles des joueurs qui tirent. J'étais la seule ici à avoir gardé mon pistolet sur quelqu'un, alors que j'ai joué une carte clic, il ne se passe donc rien. Olivier et moi, nous partageons le butin.
On se répartit le butin de façon équitable sans rendu de monnaie. C'est-à-dire que suivant la répartition des billets en jeu, il est parfois impossible de tout distribuer. Le solde reste en place pour le tour suivant. Si par contre j'avais joué une carte balle, Olivier aurait dû coucher son personnage et j'aurais été la seule à remporter le magot. Olivier aurait récupéré un jeton blessure et au bout de 3 blessures... Il faudra donc bien jauger s'il vaut mieux se coucher ou prendre une blessure. Le partage dure ainsi 8 tours. Tu vas tellement fermer ta gueule sinon je te jure je te défonce. Vous tirez maintenant? Autrement, nous avons tous une carte Bang 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 qui nous permet de tirer avant les autres et de potentiellement se protéger de quelqu'un qui nous tient en joue. Je te promets, si tu poses ton arme, tout se passera bien. On tire, raconte pas ça. Voilà. Les règles de Cash and Guns sont très simples mais pas simplistes. Il s'agit d'un vrai jeu de bluff où nous disposons au départ tous des mêmes armes. Pour l'anecdote, Gérard Mathieu signe les illustrations de Super Gang, un jeu de gangsters de 1984 dans lequel on retrouve déjà des pistolets en plastique. Voilà, c'est pour l'anecdote. Après... Cash and Guns est typiquement un jeu d'ambiance. Mais pour qu'un jeu comme celui-là fonctionne, il faut que tous les joueurs n'hésitent pas à rentrer dans la peau d'un gangster. Ceux qui ne rentrent pas dans le jeu risquent de s'ennuyer. Et les parties avanceront difficilement. Et enfin, une des variantes permet de faire intervenir un personnage caché, celui du flic infiltré qui tente de prévenir ses collègues et de piéger les gangsters. Patron, désolé, mais je crois qu'on n'arrive plus à les tenir. Entendu. Alors c'est ça, on se met autour d'une table, on se met sur la gueule et on finit de répartir ce magot avec... Règlement de compte. Règlement de compte est un jeu de Dominique Erard, édité et distribué par Parker et Hasbro. Ce jeu est sorti en 1999. Comme le laissent penser les illustrations et l'arrière de la boîte, on pourrait croire que nous sommes avec un jeu destiné aux enfants. Eh ben, pas du tout. Enfin, si, mais pas seulement. Disons qu'on va gentiment se mettre sur la gueule, se faire exploser la tronche à coups de dynamite et se soigner à coups de couteau et de revolver. Concrètement, chacun d'entre nous est à la tête d'une famille de gangsters assis autour d'une même table. Et nous devons être soit la dernière famille en vie, soit avoir la plus grosse part du magot disponible quand tous les billets sont épuisés. Au milieu, le plateau représente une table avec des chaises vides. On place dessus des billets et ici des somnifères. La première étape va être de placer nos gangsters autour de la table, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Léa, tu commences. Nous avons à notre disposition différents types de gangsters, le cogneur, le flingueur, le second couteau et le parrain. Et sur la table, nous allons trouver des ustensiles intéressants. Des couteaux et des revolvers que nous allons pouvoir utiliser si nos gangsters sont placés devant. Sauf le flingueur et le second couteau qui ont chacun de base une arme dans la main. Ce qui ne les empêche pas d'utiliser ce qu'il y a sur la table. Faut pas être con. Eh, je touche pas à ça, moi, hein. T'es con ou quoi? Mais sur la table, nous allons également trouver des verres de soda. De soda? Mais oui, ça reste un jeu pour les enfants quand même. Dans ces verres, nous allons pouvoir glisser des somnifères. Pour endormir ou carrément refroidir un autre gangster. Si on en met un petit peu trop. Et donc... Ah. Merci. Je disais... Le jeu va consister en la pose de cartes actions et leur application. En début de tour, nous allons récupérer l'argent qui nous revient. À ce propos, nous gagnons de l'argent de la manière suivante. Le parrain rapporte 1000 $ tant qu'il est en vie. Les bars, tripots et restaurants nous rapportent 1000 $ à condition que l'un de nos gangsters soit assis devant. Et si on détient le monopole d'un de ces lieux, par exemple les 2 restaurants, on gagne 4000 $. C'est pas mal. Et enfin, si un de nos gangsters est assis au bout de la table devant la caisse, on double nos gains pour le tour. Une fois l'argent récolté, on passe à la phase action. Nous avons le droit d'en jouer 2 à choisir parmi nos 5 cartes. On peut donner un coup de couteau à l'un de ses 2 voisins directs, ce qui, on est bien d'accord, le tue sur le coup. Ah, pardon. On sort vivant après, pas vrai? On peut tirer au pistolet en face de soi, et uniquement en face de soi. Nous avons déjà évoqué le somnifère, et on peut évidemment se déplacer pour aller chercher une meilleure place vide ou échapper à un danger. Et enfin, le plus marrant, le gâteau piégé. Nous avons chacun un jeton gâteau que nous posons avec 7 cartes. Quand il explose, il tue le gangster devant lequel il est posé et ses 2 voisins directs. Mais avec cette carte, on peut déplacer le gâteau jusqu'au prochain gangster. Pas jusqu'à la prochaine place, mais bien jusqu'au prochain gangster. Donc si comme ici, il y a plusieurs places vides entre 2 gangsters, le gâteau se déplace jusqu'à ce gangster. Logiquement, le gâteau explose quand le tour nous revient. Mais on peut faire exploser le gâteau d'un autre avec cette carte. 2,
Et boum dans ta gueule, 3 gangsters d'un coup, t'inquiète moins con. On peut faire aussi appel aux flics, ce qui a pour conséquence de faire fuir tout le monde et de procéder à une réorganisation de la table. Les gars, on nous informe de l'endroit où se trouve la malle. Qui c'est qui nous écrit ça? C'est anonyme. Mais voilà, on n'a qu'à faire ça. On envoie les flics pour foutre le bordel et on récupère la malle et le fantôme par la même occasion. Le matériel du jeu est de bonne qualité et est agréable à manipuler. Ici, il s'agira de réfléchir toujours en avance aux meilleurs coups à faire, tout en les adaptant aux cartes actions que nous avons à ce moment-là en main. C'est sans conteste un jeu familial mais qui trouve tout à fait sa place pour une table d'adultes. Convivial et amusant, Règlement de compte reste un repère et conserve à mon goût tout son intérêt. Et voilà, c'est tout pour nous les ludopotes. On espère que cette chronique vous a plu. On se retrouve dans un mois pour la dernière chronique de la saison 2. En attendant, vous pensez bien à Tipeee, Facebook, Twitter, like, partage, tout ça, vous connaissez. Si vous avez des remarques, notez-les dans les commentaires. Et surtout, vous nous dites... Et vous, à quoi vous jouez? Je suis désolé, patron. Ils ont récupéré la malle et le fantôme avec. Mais j'ai bien peur de ne pas savoir comment ils ont su. Julien, ma petite idée. Il est temps que je reprenne les choses en main.